Dans les années 1990 et au début des années 2000, de vastes régions du monde arabe vivaient sous des régimes où la liberté d'expression était étroitement surveillée, les médias contrôlés et les communications personnelles, surtout à l'étranger, souvent interceptées. Dans ce contexte, posséder une adresse e-mail n'était pas un simple outil pratique, c'était une fenêtre vers le monde et, parfois, un refuge pour la pensée libre. Hotmail, avec sa gratuité, sa simplicité et surtout sa disponibilité sans exigence de pièces d'identité officielles, est devenu le premier espace numérique personnel pour des millions d'Arabes. Contrairement aux fournisseurs d'accès locaux, qui exigeaient souvent un justificatif d'identité et pouvaient transmettre les données aux autorités, Hotmail permettait de s'inscrire avec un simple pseudonyme. Il suffisait de choisir un nom d'utilisateur, Soleil-92, Voix du Caire, Espoir 1985, et en quelques clics, on devenait citoyen du monde numérique, invisible aux yeux de la censure locale. Cette liberté a eu des conséquences profondes. Des étudiants en Algérie ont pu échanger des notes et des idées avec des professeurs à l'étranger. Des journalistes indépendants au Maroc ont utilisé leur boîte Hotmail pour envoyer des reportages à des médias internationaux, loin des regards des rédacteurs en chef contrôlés. Des femmes en Arabie Saoudite, dans des contextes où leur mobilité sociale était restreinte, ont trouvé dans leur messagerie une bulle d'intimité. Elles pouvaient discuter, apprendre, rêver, parfois même construire des réseaux féministes naissants, le tout derrière un écran, avec une adresse qu'elles seules contrôlaient. Hotmail n'était pas conçu comme un outil de résistance, mais il est devenu par sa nature même un instrument de discrétion et d'autonomie. Son interface en arabe, ajoutée dès les premières années 2000, a joué un rôle décisif. Elle a démocratisé l'accès à ceux qui ne maîtrisaient pas l'anglais ni le français, ouvrant ainsi le numérique à des couches populaires, rurales ou moins scolarisées. Lorsque les premiers forums en ligne et les blogs ont commencé à apparaître dans le monde arabe, des espaces où l'on pouvait débattre de politique, de religion, de droits humains, Hotmail était presque toujours l'adresse utilisée pour s'inscrire. Il était le lien entre l'identité réelle et l'identité numérique, souvent floue, parfois multiple, mais toujours librement choisie. Cette possibilité de se nommer soi-même, de décider de qui on est dans l'espace public numérique, était en soi une révolution silencieuse. Puis sont venues les années 2010 et avec elles les soulèvements populaires connus sous le nom de printemps arabe. Bien que les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter aient souvent été mis en avant comme catalyseurs, Hotmail a joué un rôle logistique essentiel en amont. Avant qu'un manifestant ne partage une photo sur Twitter, avant qu'un collectif ne crée une page Facebook, il fallait organiser, coordonner, échanger des documents sensibles, des listes de contacts, des plans de rassemblement, des témoignages vidéo. Et pour cela, beaucoup ont utilisé Hotmail. Pourquoi Hotmail et pas un autre service? Parce qu'il était connu, fiable et surtout installé dans les habitudes. Des générations entières l'avaient utilisé depuis l'adolescence. Leurs contacts, leurs amis, leurs familles dispersées dans la diaspora, tous étaient joignables à travers cette même plateforme. Dans des pays comme la Tunisie, l'Égypte ou la Syrie, les activistes utilisaient souvent des comptes Hotmail secondaires, créés sous de faux noms, pour communiquer sans laisser de traces facilement traçables. La simplicité de l'interface, même sur des connexions lentes, et la possibilité de rester connecté depuis un cybercafé, très répandu à l'époque, rendaient Hotmail particulièrement adapté au contexte de mobilisation clandestine. Il est vrai que technologiquement, Hotmail n'était plus le plus avancé en 2011. Gmail offrait une meilleure sécurité et les messageries chiffrées commençaient à émerger. Mais la confiance ne se mesure pas seulement en bits, elle se construit dans la durée, dans les usages quotidiens, dans les souvenirs partagés. Et Hotmail avait gagné cette confiance depuis près de 15 ans. Au-delà des révolutions, Hotmail a profondément transformé la manière dont les citoyens arabes percevaient leur place dans le monde. Avoir une adresse e-mail, c'était exister officiellement dans l'espace global, pouvoir postuler à une bourse, s'inscrire à un MOOC, contacter une ONG ou simplement écrire à un parent émigré sans passer par des intermédiaires. Dans des sociétés où les papiers officiels, les tampons, les autorisations définissaient souvent le droit d'exister, Hotmail offrait une citoyenneté numérique spontanée, sans demande, sans autorisation, sans frontières. Et cette citoyenneté, bien qu'immatérielle, a eu des répercussions très réelles. Elle a renforcé le sentiment d'appartenir à une communauté mondiale, a nourri le désir de transparence, de justice, de dialogue. Elle a montré que la voix d'un individu, même seul dans une petite ville du Yémen ou du Soudan, pouvait traverser les océans. Aujourd'hui, alors que les jeunes générations utilisent WhatsApp, Instagram ou Telegram sans même connaître le mot Hotmail, il est facile d'oublier ce que ce service a représenté. Mais pour ceux qui ont grandi entre les cybercafés des années 2000 et les premiers claviers arabes, Hotmail n'était pas qu'une boîte de réception. C'était la première clé d'un monde plus libre. Et même si son interface a changé, même si son nom s'est effacé derrière celui de Outlook, l'esprit de cette liberté, simple, accessible, universelle, continue de vivre dans chaque adresse @hotmail.com qui, quelque part dans le monde arabe, reçoit aujourd'hui encore une lettre d'espoir, d'amour ou de résistance.